Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Les enfants sont-ils toujours les bienvenus dans l'espace public? La question se pose avec la banalisation de cette tendance No Kids. Que dit-elle de la vision de l'enfant dans notre société? Eh bien, on va en parler avec nos deux invités dans la première partie de notre émission. Dans la seconde, nous parlerons d'un ouvrage qui retrace 2 siècles d'histoire sociale et éducative dans la Somme, dans le Nord et dans l'Est. Une invitation à réfléchir au rôle de l'école, mais aussi aux politiques publiques dans le combat pour l'émancipation. Dans sa chronique, Adrien Fontenot reviendra sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, mais vue par les principaux intéressés. Mais avant cela, place à l'actu de l'éducation par Adrien. Adrien, bonsoir. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On débute sur ce journal avec les suites de l'attaque au couteau à Sanary-sur-Mer. Les cours ont repris dans le collège où c'est encore l'émotion qui domine. Un retour en classe pas forcément évident, quelques heures après l'agression d'une professeure d'art plastique par un élève de 14 ans. Ce matin, les collégiens et leurs parents étaient évidemment toujours inquiets et dubitatifs sur cette reprise. Je pense qu'on va énormément en parler. Après, il y a plein de profs qui ne reviendront pas, comme ma prof de français, etc. Parce que je pense qu'eux aussi sont quand même un peu choqués de ce qui s'est passé. On en a parlé jusqu'à 3h du matin. C'est très compliqué pour elle, mais bon, il faut serrer les coudes et avancer. Je pense que les enfants sont choqués. J'ai pas envie qu'ils en rajoutent encore et encore. Mais en même temps, il faut qu'ils évacuent, il faut qu'ils en parlent. Donc, je sais pas trop si les mettre aussitôt, c'est une bonne idée. Je sais pas. Si les cours reprennent, l'enquête, elle, se poursuit. L'adolescent auteur de l'attaque a été présenté à un juge ce matin. Pendant sa garde à vue, on le rappelle, l'élève a expliqué avoir prémédité son acte. Des policiers ont pu perquisitionner sa chambre. Aucun signe de radicalité politique ou religieuse n'a été détecté. Pas de stupéfiants non plus, mais plusieurs armes blanches découvertes. Le collégien les collectionne parce qu'il les trouve stylées, selon le récit du procureur de Toulon. Pour la mère d'un élève qui fréquentait le collégien, c'est la douche froide. C'était une personne normale qui disait bonjour, un garçon calme. Vraiment, je ne me doutais pas du tout. Mon fils, il a pris ça, il est traumatisé. Il dit, je n'arrive pas à croire que c'est mon ami. Il n'a jamais montré pour moi qu'il était une personne violente. Une réaction recueillie par Jérôme Florent. Et du côté de l'enseignante de 60 ans frappée de 4 coups de couteau, le pronostic vital est toujours engagé. Je vous en parlais hier. Ce type d'agression ne cesse de se répéter dans le milieu éducatif. En avril doit se tenir le procès de l'élève qui a assassiné Agnès Lassalle. C'était en 2023 à Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques. La professeure d'espagnol était poignardée. Elle aussi, elle avait succombé à ses blessures. Son compagnon Stéphane Voirin témoignait ce matin. C'est un choc à chaque fois, mais pas seulement sur cette agression-là, sur toutes les autres, ainsi que celles dont on parle peu, c'est-à-dire les personnes qui arrivent à s'enfuir, que ce soit des élèves ou des membres de l'éducation nationale. Souvent, celles-ci, elles ne font que l'objet d'un entrefilet et on n'en parle pas trop. Oui, ça réactive forcément beaucoup de choses et surtout que je pensais que... où j'aurais plutôt aimé que ce soit un cas isolé et qu'il n'y aurait plus jamais ça. Et nous vous tiendrons bien sûr informés des suites de ce drame à Sanary-sur-Mer. On évoquait la figure de l'enseignant en danger, une profession malade, et c'est le cas de le dire à Toulouse, avec cette situation assez lunaire, Adrien. Ouais, cela dure déjà depuis lundi. À l'école Florence, dans le quartier toulousain de Saint-Martin-du-Touche, 12 enseignants sont absents sur les 12 que compte l'établissement. Ils sont tous en arrêt maladie, des congés qui se répètent depuis un incendie provoqué par un élève début décembre. Et forcément, les parents sont en colère au micro de Jean-Wilfried Forquès. La situation ici à l'école est intenable. Il n'y a aucun apprentissage qui est réalisé là sur le temps scolaire. Les enfants sont à la garderie. Depuis le mois de novembre, il y a régulièrement jusqu'à 4 enseignants absents, donc un tiers des enseignants absents sur l'école, non remplacés. Elle n'a pas d'apprentissage, elle est répartie en classe de CP où elle fait ce qu'elle peut. Donc du coup, ils vont rentrer au collège comment ? Un problème qui dure et qui ne date donc pas vraiment de cet incendie. Non, les difficultés sont structurelles et s'étendent à toute l'académie, à l'école primaire. La FSU-SUNIPP annonce 94 suppressions de postes dans l'académie dès septembre prochain. Un chiffre 4 fois supérieur à celui de l'an dernier qui avait déjà entraîné près de 150 fermetures de classes. Les syndicats redoutent aussi la disparition de 45 postes provisoires reconduits depuis la période Covid qui permettait jusqu'ici d'ajuster les besoins sur le terrain. Alors pour en revenir au cas assez parlant de cette école Florence, à quand un retour à la normale? Réponse de Christian Mandivet, directeur académique de l'éducation nationale de Haute-Garonne. C'est une situation qui est très inconfortable.
Nous mettons tout en œuvre pour trouver tous les remplacements nécessaires. D'ici lundi, les élèves pourront retrouver des conditions de travail normales. Voilà, l'établissement devrait être classé en REP, réseau d'éducation prioritaire d'après certains professionnels, disposer de plus de moyens également. En attendant, les élèves sont laissés sur le carreau. Et les problèmes ne touchent pas que les primaires et les secondaires. Nos universités sont aussi en souffrance et même au bord de la faillite. Ouais, pour la première fois, les 75 universités françaises ont commencé l'année 2026 dans le rouge, en cause des étudiants toujours plus nombreux, des charges qui s'accumulent et l'État qui ne compense pas selon les présidents d'université. Alors certaines suppriment des formations, des places en licence et pour les cours restants, les professeurs encore présents, il faut délivrer dans des conditions qui se détériorent. Témoignage de Chloé, elle est professeure des universités en études cinématographiques à l'université Montpellier 3. Depuis début janvier, je fais cours dans des salles qui ne sont pas chauffées. Des étudiants en manteau, des enseignants, enseignantes qui s'achètent des ordinateurs, qui impriment leurs documents, qui financent leurs déplacements professionnels dans des colloques, dans des congrès. Donc en fait, on paye pour travailler. On vit tous les jours des situations de dégradation de nos conditions de travail, des burn-out qui sont devenus la norme. En fait, dans l'université, dans mon équipe, c'est très important. Moi, je suis passée par là aussi. Ces étudiants qui jouent leur avenir, eux aussi dénoncent ce système universitaire qui n'en finit plus de dégringoler. Selon l'association France Université, l'État versait aux universités 8 000 € par étudiant en 2015. C'est 7 500 aujourd'hui seulement. Et ça se voit directement pour Clémence et Mathilde. Elles sont étudiantes en 3e année de psychologie, toujours à Montpellier. Les amphis sont très souvent remplis. L'année dernière, il y avait des personnes qui s'asseyaient par terre parce qu'il n'y avait pas assez de place dans l'amphi. Ça m'est arrivé. On a l'impression de devoir travailler seul, d'essayer de trouver les infos, mais même les profs n'ont pas forcément le temps de nous les donner. Enfin, moi, personnellement, je suis en train de perdre espoir. Je me dis qu'on ne nous écoutera jamais, on nous enlève de l'argent. Voilà, c'est vraiment un déclin. Et on le ressent de plus en plus en tant qu'étudiant. C'est les professionnels de demain qu'on forme aujourd'hui. Donc, s'il y a moins d'argent, on sera de moins en moins bien formés. Et à la fin, c'est la société entière qui est empathique. Alors il y a une solution radicale pour que les étudiants et enseignants aient des meilleures conditions de travail, c'est de supprimer des places comme je vous le disais. C'est ce qui se passe à l'université de Lille, de Toulouse ou de Rouen. Dans cette dernière, 700 places en première année de licence ont été supprimées. Sur 9 000, c'est quand même assez. Et dans les licences très demandées comme le droit, la psychologie ou l'histoire, ce qui n'inquiète pas vraiment Philippe Baptiste, ministre chargé de l'enseignement supérieur. Alors, je ne vais pas commenter spécifiquement la situation de l'université de Rouen. Ce que je peux vous dire, c'est que globalement, le nombre de places aujourd'hui qui sont disponibles sur Parcoursup parce que les jeunes, les bacheliers là qui sont en train de passer, qui préparent leur baccalauréat, c'est quand même, le nombre de places est stable globalement en France. Alors, il peut y avoir des endroits où ça baisse, des endroits où ça monte, mais globalement, il y a une stabilité complète, il y a 25 000 formations qui sont disponibles, et je rappelle que l'an dernier, juste peut-être un tout petit peu pour rassurer, pour qu'il n'y ait pas un message qui soit excessivement anxiogène vers les bacheliers, les futurs bacheliers, l'an dernier, à la fin de la campagne Parcoursup, il y avait une trentaine de jeunes pour lesquels on avait une difficulté, on n'arrivait pas à trouver une place. Une trentaine de jeunes sur toute la France ? Jeunes sur 1 million au début qui étaient sur la plateforme. Donc, je voudrais rassurer tout le monde. Tous ceux qui veulent suivre des études supérieures demain vont trouver des places. Maintenant, qu'à un tel endroit ou à tel autre, on ait des difficultés, oui, c'est vrai, je dirais absolument. Que des formations ferment, mais c'est bien normal. Je veux dire, des formations. Ça vous choque pas ça? Mais non, ça vous paraît en fait la vie de la recherche? Il y en a qui ferment, il y en a qui ouvrent. Après, la question, c'est est-ce que, par exemple, au niveau master, on a besoin d'autant de différents types de masters partout dans le monde ou de parcours de master où on en a des centaines, il y en a qui contiennent 5, 6, 10 étudiants. Est-ce qu'on a besoin de tous les garder? Est-ce qu'il y en a certains qu'il ne faut pas regrouper, non pas les fermer, mais parce que certains deviennent aussi obsolètes peut-être par rapport à la vie professionnelle. Je pense que c'est des questions, mais c'est comme dans tous les secteurs. Voilà, il y a tout ce que je vous adressais comme portrait sur le terrain, à Montpellier, à Rouen, et puis il y a la réponse politique, chacun se fera son avis. Et on termine avec cette information, là aussi, pas de quoi se réjouir. Plus de la moitié des élèves de 6e ont un niveau insatisfaisant en sport. Ouais, c'est le résultat inquiétant des tests d'aptitude physique menés en septembre 2025 et publiés ce jeudi. Un test, 3 épreuves. En endurance, par exemple, les élèves devaient réaliser un effort de course supérieur à 5 minutes à une vitesse entre 8 et 9,5 km/h pour que leur niveau soit jugé satisfaisant. Mais 18% ne parviennent pas à dépasser les 3 minutes et sont classés dans des groupes d'enfants
d'enfants besoin, seuls 34,2% présentent une maîtrise dite satisfaisante. Pour les autres épreuves, les résultats sont légèrement meilleurs, mais restent préoccupants. Moins de la moitié des élèves ont un niveau satisfaisant en force musculaire, 45,5%, et légèrement plus de la moitié en vitesse, 54,8%. Autre enseignement de cette étude, les élèves scolarisés dans les établissements privés sous contrat obtiennent en moyenne de meilleurs résultats que les élèves du secteur public. L'activité physique et sportive avait été élevée au rang de grande cause nationale en 2024, année olympique. Il y a visiblement encore beaucoup de travail avant que la France ne soit un vrai pays de sport, apparemment. Merci Adrien pour ce JT. On vous retrouve évidemment pour la chronique. Alors que la mise en place d'une classe optimum interdite aux moins de 12 ans par la SNCF fait polémique, on s'intéresse ici dans le grand JT à cette tendance, la tendance du No Kids, ces endroits où les enfants ne sont plus les bienvenus. Une tendance qui interroge évidemment sur la manière dont sont perçus les enfants dans notre société. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Joëlle Sicamois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de la Fondation pour l'enfance. Également Stéphanie Desclèpes, bonjour. Bonjour. Merci également de nous retrouver sur le Grand JT, créatrice du podcast Les adultes de demain, spécialiste des questions liées à l'éducation et à la parentalité. Alors les enfants qui dérangent, c'est le grand mot, le grand thème qui revient à chaque fois. On parle évidemment des wagons interdits aux enfants, le nouveau, pas slogan, mais la nouvelle idée, proposition de la SNCF, des hôtels et restaurants réservés uniquement aux adultes, des mariages où ne sont plus invités aussi les moins de 18 ans. Bref, on se rend compte que les endroits et les événements sont exclus d'eux-mêmes finalement, nos enfants. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une problématique, ou en tout cas que les enfants dérangeraient les adultes d'aujourd'hui? Qui veut commencer? Joëlle Sicamois, allez-y. Allez. Alors, est-ce que les enfants dérangent? Non, certainement pas. Est-ce qu'il y a une perception qui, on va dire, augmente sur le fait qu'ils soient peut-être moins sages qu'avant? Certainement. Et moi, je dis tant mieux. Parce qu'en fait, l'éducation, c'est quoi? L'éducation, c'est chercher à rendre nos enfants intelligents, c'est chercher à les amener à se questionner, à questionner aussi leur entourage, à questionner le monde, à questionner les autres. Et ça, c'est pas la recherche de l'obéissance, c'est la recherche de l'intelligence. Donc tant mieux si les enfants questionnent davantage, s'ils sont plus présents. L'éducation a longtemps été pensée pour transformer les enfants en adultes, pour les faire fonctionner le plus vite possible comme des adultes. Mais l'enfant, c'est un temps qu'il faut respecter. Le temps qu'il faut respecter, c'est toujours très intéressant dans la logique qui suit l'enfant qui est moins sage qu'avant. En fait, on se pose la question de savoir si les enfants sont devenus plus insupportables qu'avant. Déjà, c'est la première question. Ou est-ce que c'est les adultes d'aujourd'hui qui sont peut-être un peu moins patients qu'avant? Je pense qu'il y a quand même une tendance de fond qui, en effet, a tendance à dire que les enfants seraient devenus des nuisances, des gênes, un problème. Et c'est ce que illustre toute cette affaire SNCF, des trains et de cette classe optimum qui serait interdite aux enfants pour des questions de confort. C'est que je pense que malheureusement, notre imaginaire, nos récits collectifs autour de l'enfance ont tendance à accentuer cette image de l'enfant qui serait en effet plus insupportable qu'avant, qui demeure selon moi des clichés qui fragilisent à la fois les enfants et aussi les parents qui s'en occupent, puisqu'en effet ça vient aussi stigmatiser les parents qui font un boulot mine de rien difficile aujourd'hui. Mais en fait la question des wagons en fait qui sont dits silencieux, alors sans enfants c'est différent, mais silencieux, bon ça tout le monde peut comprendre que certains ont envie de travailler, des enfants seront plus silencieux etc. que d'autres, mais ce que disent entre autres Caroline Goldman, pour ne pas la citer, c'est que les enfants sont plus mal élevés qu'avant. Et alors moi, je m'intéresse sur la question, en fait. Est-ce que c'est réel? Déjà, d'où peut-elle dire cela? Probablement parce que les enfants qui viennent rencontrer les psychologues et qui sont dans des difficultés, évidemment, c'est marginal, probablement. Simplement, c'est ceux qui vont dans les cabinets. Donc, évidemment, la perception, déjà, elle est complètement biaisée. En tout cas, nous, on se refuse à dire que les enfants sont devenus insupportables. Les adultes ont peut-être plus de mal à supporter leur présence, à supporter le fait qu'ils puissent effectivement faire du bruit, partager leurs émotions. Mais on attend quoi les enfants en fait? C'est peut-être la question aussi. Qu'est-ce qu'un parent
finalement, une société attend de ses enfants? Je pense qu'en effet, il y a une véritable méconnaissance de ce que c'est un enfant, puisque typiquement dans un train, on s'attend à ce qu'une personne reste immobile, silencieuse, alors que quand on connaît un enfant, on connaît ses besoins physiologiques, émotionnels. Un enfant a besoin de se mouvoir, de s'exprimer, de jouer. Et donc, je pense qu'en effet, dans le cadre de la SNCF, c'est plus une problématique d'espace qui n'est pas adaptée aux enfants, plutôt que des problèmes d'éducation. Oui, sauf qu'on n'arrête pas de tirer à bout portant sur les écrans. Mais surtout, attention, c'est pas bon du tout pour les enfants. Donc on ne met pas les enfants sur des écrans, mais en même temps, on veut absolument qu'ils soient hyper silencieux. Alors, on en fait quoi en fait? On les met entre les deux wagons et on essaie de dessiner, mais sans rien dire, sans bouger? C'est le problème des parents actuellement, c'est qu'ils sont face à des injonctions totalement contradictoires. Oui. D'un côté, on leur dit faites preuve d'autorité, les enfants ne savent plus se tenir, il faut absolument remettre de l'obéissance dans tout ça. Et à côté de ça, on va leur dire écoutez leurs émotions parce que c'est important. Et heureusement, on a progressé dans la compréhension des besoins fondamentaux des enfants. Et donc les parents, en fait, ils sont complètement perdus face à ça. Et les enfants aussi. De fait, les enfants aussi. Mais regardez cet exemple de train. Un enfant qui va finir par hurler dans un wagon, c'est sûr. Un enfant entre 1 an et demi et 5 ans, il va forcément à un moment donné perdre patience, avoir une colère. Voilà. Bon, il y a deux façons de réagir. Évidemment que ça gêne tout le monde à ce moment-là. Donc, bien sûr qu'on peut sortir du train à ce moment, sortir du wagon, à ce moment-là. Mais c'est la façon de le faire qui est hyper importante. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous dites pas à votre enfant, chut, tu déranges tout le monde. Qu'est-ce qu'on lui dit? Vous lui dites, je comprends. Évidemment, c'est très long ce voyage, c'est très dur pour toi de rester assis longtemps. Viens, on va se promener, on va faire autre chose, puis on reviendra quand ça ira mieux, quand tu seras peut-être plus capable de te réasseoir. Donc l'enfant, il n'entend pas la même chose. Il comprend qu'effectivement, c'est normal son émotion. On n'est pas en train de la nier, on n'est pas en train de l'obliger à se taire alors qu'il en est incapable. Et ça va faire des adultes qui sont capables, eux aussi, de maîtriser davantage leurs émotions. En fait, ce que vous dites, c'est qu'on attend des enfants qu'ils fonctionnent, qu'ils se comportent comme des adultes. On attend ça, c'est impossible. Enfin, les enfants ne fonctionnent pas comme des adultes, donc on ne peut pas attendre d'eux la même chose. Et il ne faut pas d'ailleurs. Présenter les enfants comme des personnes qui dérangent, est-ce que ce n'est pas aussi le début de l'invisibilisation qui est déjà assez présente, notamment dans les grandes villes en France? Bien sûr. Et je pense que c'est un peu le résultat de cette exclusion constante des enfants qu'on l'on voit notamment dans les espaces publics. Et c'est à l'image de toute cette schizophrénie un peu générale, comme vous le soulignez, à l'égard des enfants. Moi, j'aime bien cette phrase qui dit « on veut des enfants, mais on ne veut pas de leur enfance ». Et c'est totalement ça. Pas de leur enfance, parce que c'est l'endroit, dans le sens du moment, en fait, où effectivement on s'exprime, on teste, on va vers les uns, vers les autres. On essaye tout le temps des choses, en fait. C'est la découverte, quoi. Ben oui. Et en même temps, moi, je ne cesse de dire que ce lien avec les enfants est plus qu'essentiel. Et si vraiment on tend vers cette société où on se replie tous sur nos semblables, si on reste entre adultes d'un côté, les enfants de l'autre, les familles d'un côté, les personnes âgées de l'autre, où est cette notion de cohésion sociale, de lien intergénérationnel qui, selon moi, est essentielle? C'est aussi fabriquer de nouveaux stéréotypes sur les enfants, parce que pour tous ceux qui sont plutôt assez à l'aise avec ça, ils se disent tiens, c'est vrai, il y a des endroits no kids, c'est normal. C'est finalement normal que moi j'ai pas envie de me retrouver dans un endroit avec des enfants. Est-ce qu'on n'entraîne pas aussi des adultes ou des personnes qui se posaient pas la question vers ces stéréotypes-là? Si, vers une forme de banalisation. Oui, on libère la parole, c'est comme sur d'autres sujets. Non, mais libérer la parole, ça veut dire le penser. Oui. Est-ce que déjà, on n'amène pas à penser justement autrement? Mais si vous interrogez une grande partie de la population française, ils vont vous dire moi je serais mieux sans ce type de personne, sans ce type de personne. Et encore heureux qu'on a un filtre, un filtre citoyen, un filtre démocratique, un filtre d'éducation qui fait qu'on ne dit pas tout ce qu'on pense et qu'on est en société et qu'on fait société. Donc on est là, la société, l'État, il est aussi là pour mettre des limites, pour s'assurer qu'on vive notre démocratie. Et notre démocratie, on ne la vivra pas sans les enfants. Et d'ailleurs, on devrait pouvoir la vivre aujourd'hui avec eux. C'est-à-dire qu'il faudrait aussi qu'ils aient davantage de puissance de parole au sein de notre société. À force de ne pas les laisser parler, à force de ne pas les faire participer à notre vie citoyenne, on cherche de plus en plus à les faire disparaître. Puis, quand ils ont 18 ans, hop, ils réapparaissent parce qu'ils ont le droit de vote. Mais pendant tout ce temps-là, on les a interrogés, on a échangé avec eux, on leur a permis de se construire petit à petit pour être en capacité de vivre après en tant que citoyen votant dans notre société. C'est tout ça qu'il faut penser. On ne devient pas citoyen votant à 18 ans. Ça se construit tout au long de la vie. Et ça se construit, ça s'accompagne à l'école, au sein de la famille,
dans tous les lieux de vie des enfants. Alors on parle des enfants, mais aussi les parents, bien sûr. On n'apprend pas à être parent, on le devient. Donc on fait forcément des fautes, on teste aussi. Et puis surtout, pour certains, on va sur les réseaux sociaux pour voir comment font les autres. Est-ce qu'on ne s'imprègne pas aussi de ça ? Je pense que de toute façon, et ça, Joël pourra le dire même mieux que moi, c'est que de toute façon, il y a une véritable perte de repères éducatifs aujourd'hui. Les parents ne savent plus comment s'informer. Il y a des injonctions dans tous les sens. Et quel est le résultat ? Malheureusement, les parents aujourd'hui vivent un véritable épuisement, une forme d'isolement. Et pour autant, ils n'ont jamais eu autant d'informations, autant de communautés disponibles. Oui, vous avez créé un podcast, vous, justement, pour cela, les adultes de demain. Donc c'est aussi là où vous expliquez, vous racontez. Quand ils viennent vous écouter, vous entendre, poser des questions, on sent bien qu'il y a quand même un flou total. Oui, ce qu'il ne faut faire et pas faire. Et ils ont envie de bien faire, ils s'informent, je pense, d'autant plus qu'avant, mais le problème, c'est qu'il y a tellement de signaux contradictoires dans tous les sens que je pense qu'au bout d'un moment, on est totalement perdu d'un point de vue éducatif. C'est tout à fait vrai, et là, pour le coup, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer. C'est-à-dire que les pouvoirs publics, aujourd'hui, ne se sont toujours pas véritablement emparés du soutien à la parentalité. C'est-à-dire qu'on intervient quand les parents sont défaillants. Donc ça passe à l'aide sociale à l'enfance, très bien. Mais toutes les autres formes de famille qui auraient besoin d'un accompagnement, il n'y a personne qui vient leur dire. On ne dit pas qu'il faut donner des conseils éducatifs, c'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait quand même que tous les parents aient un socle commun de connaissances. Pourquoi on a 6 cours de préparation à l'accouchement et quasiment pas un seul qui parle vraiment de, finalement, votre enfant, son cerveau, il se développe comment les premières semaines, les premiers jours, les premiers mois. Et encore, les préparations à l'accouchement, on les a pas tous eus, les cours, donc comme quoi on n'est pas tous dans les mêmes barques, les mêmes bateaux. Mais en revanche, ce qui arrive très souvent, c'est que pour des parents qui sont un peu à la dérive, qui n'ont pas eu forcément une enfance facile non plus, c'est là où arrivent aussi les violences ordinaires qui... bien entendu, on fait l'objet sont tombés sous le coup de la loi, fort heureusement, mais quand même continue d'exister. La pratique est encore forte, on a 80% des parents qui les pratiquent, mais pourquoi aussi ? Parce qu'on est encore toujours dans je reviens sur la vision éducative qu'on a, cette recherche, ce mythe de l'enfant sage, et cette recherche permanente d'obéissance de l'enfant peut amener à des pratiques violentes. Si le seul objectif de l'éducation devient la recherche de l'obéissance, eh bien forcément, on arrive à des dérives. Donc, donnons comme guide l'épanouissement de l'enfant, son bon développement, le respect de ses besoins fondamentaux, mais c'est une véritable, on va dire, révolution de posture. En fait, cette problématique de l'obéissance, est-ce qu'on peut en toucher un mot ? Parce que c'est vrai que... Non, mais c'est quand même le cœur du sujet. Il y a la domination, le rapport, en fait, adulte-enfant, et le rapport de l'obéissance, qui sont un peu intimement liés tout de même. Peut-être un petit mot. Pourquoi on a besoin, et en même temps on l'entend, que l'enfant, quand on lui dit « écoute, va ranger ta chambre », il le fasse. Parce que c'est exactement ce que Joël disait, c'est que je pense qu'il y a vraiment une question de posture à déconstruire, et malheureusement on hérite d'une histoire culturelle et éducative très autoritaire, et que ça demande un travail de déconstruction absolument immense, et notamment un travail de refonte sur qu'est-ce que la posture à adopter en tant qu'adulte, et de rompre ces schémas hiérarchiques très verticaux entre les adultes et les enfants. Et ça, je pense qu'on a encore beaucoup de mal à le transformer au sein de la société. Mais alors, il faudrait accepter une désobéissance permanente ? Non, il ne faut pas que l'objectif final de l'éducation soit la recherche d'obéissance. En revanche, qu'au quotidien, on ait besoin qu'un enfant obéisse à un certain nombre de demandes de la part du parent, ça, c'est sûr. La question, encore une fois, c'est range ta chambre. Prenons cet exemple-là, puisque vous l'avez donné. On peut dire, est-ce que tu pourrais ranger ta chambre, s'il te plaît ? Oui, bon, il va quand même dire non, probablement. Mais après, c'est une question... Alors d'abord, tout le monde le sait, l'éducation, c'est de la répétition. Donc on sait très bien qu'il va falloir le répéter pour qu'il le fasse. Et puis on peut, au début, au lieu de dire range ta chambre, c'est tiens, tu vois, les petits Playmobil là, qui sont dans cet endroit-là, en tout cas pour les petits, est-ce que tu peux ranger ça ? Donc déjà, ça va être plus simple pour lui de se dire, ok, je commence ma tâche par cet endroit-là, je le fais. Est-ce que tu veux que je t'aide à ranger le puzzle ? Oui, on le fait ensemble. C'est vrai, ça demande peut-être
un peu plus d'investissement de la part du parent à ce moment-là, ou au début en tout cas. Et puis au fur et à mesure, l'enfant prend de l'autonomie, il grandit, et puis là on va se retrouver avec d'autres difficultés liées à la désobéissance, mais c'est plus la petite enfance. Mais bien sûr qu'au quotidien, on a besoin qu'un enfant, quand on lui dit « est-ce que tu peux descendre, mettre tes chaussures ?» On part à l'école, et on a besoin qu'il les mette les chaussures pour partir à l'école. Donc bien sûr que l'enfant, il faut qu'il comprenne ça. Il ne s'agit pas d'accepter qu'il dise « non, bah, très bien, on ne va pas à l'école, c'est pas grave ». Mais on ne va pas lui hurler dessus, on ne va pas lui donner une gifle, on va pas... Vous voyez, c'est plus la façon de réagir. Écoute, il faut aller à l'école, c'est l'heure, on doit y aller. Est-ce que tu veux mettre la droite ou la gauche en premier? Tiens, t'as envie de mettre quelle paire aujourd'hui? Hop, voilà, on essaye de... Et en même temps, dans ce même wagon SNCF, je vais vous énerver, mais pendant 4 heures, oui, tu veux mettre ta chaussure? Non, tu mets pas ta chaussure. Attends, tu prends pas ton stylo, mais là, tu vas prendre, tu vas pas. Et là, pendant 4 heures de discussion entre la maman et l'enfant, ou le père et l'enfant, c'est vrai qu'on est à côté, on est un peu tendu. C'est vrai. Comment on fait? Comment on fait société là-dedans? Déjà, si seulement il y avait un peu plus d'entraide. Moi, c'est marrant parce qu'avec cette affaire de la SNCF, j'ai reçu beaucoup de témoignages. Ouais. Et il y avait une mère qui voyageait seule avec son fils il y a quelques mois et qui me disait, il y a une personne âgée qui est venue me voir et qui m'a proposé si je voulais avoir un café, boire un café pour avoir un petit moment de répit. Et elle m'a dit, mais j'ai eu l'impression de vivre l'un des plus beaux moments de ma parentalité dans l'année, puisqu'on a totalement perdu cette notion d'entraide entre les générations et qui pour les enfants est même un super bel enseignement, et on s'est coupé de ça malheureusement. Alors cette tendance no kids, en plus, elle arrive quand même, ça fait un petit moment, enfin on en parle beaucoup dans un moment où on parle d'urgence démographique. Donc baisse de la démographie, c'est une catastrophe, on ne fait plus d'enfants, tout le monde s'alarme, etc. Et à raison d'ailleurs, parce que l'urgence sera forcément dans les prochaines années assez compliquée. Et comment fait-on du coup pour parler de problème de démographie et en même temps dire attention, ne prenez pas ce wagon-là, il y a trop d'enfants, profitez effectivement de ce silence. Je pense qu'en effet, il faut un peu stopper la schizophrénie, parce que si en effet on est très inquiet sur les questions de la natalité, alors prenons toutes les dispositions pour du moins que la parentalité soit plus facile et qu'il y ait toutes les conditions favorables pour élever dignement un enfant et surtout pour prendre soin des parents. Donc je pense que c'est l'opportunité de toute cette affaire, c'est aussi de prendre conscience qu'aujourd'hui être parent c'est difficile et qu'il y a tout un retard à rattraper pour faciliter le fait d'accompagner un enfant. Est-ce qu'il faut légiférer? Ah oui, allez-y. Non, pardon, juste peut-être pour ajouter sur ce sujet par rapport à ce que disait Stéphanie, il y a aussi les entreprises ont un vrai rôle à jouer là-dedans. Parce qu'on a plus de 50% des parents qui disent que leur emploi les empêche de s'occuper suffisamment de leur enfant, en tout cas leur donne pas suffisamment de temps, mais qu'à côté leurs enfants, leur vie familiale les coupe d'un certain nombre d'opportunités professionnelles. Donc on voit bien que là, l'entreprise doit aussi créer un environnement favorable. Je pense que tous les parents qui ont eu des enfants petits font face à la maladie, la fermeture de la crèche, et donc ça crée aussi une espèce de stress permanent sur les parents. Donc cette question de parentalité, elle doit être réfléchie vraiment au sens très très large. Et tout le monde a un rôle à jouer, les politiques publiques certes, mais aussi les entreprises. Et puis même au sein des familles, parce que peut-être donner aussi plus de participation concernant les décisions de la famille aux enfants. C'est possible ça? C'est possible, et puis dès le plus jeune âge. Alors, attention, évidemment, on ne va pas demander la même participation à des tout-petits qu'à des adolescents. On est d'accord là-dessus, mais en fait, la participation démocratique qu'on attend des gens qui votent dans notre vie ensemble en tant que citoyens, elle commence à la maison. Si les enfants n'ont jamais le droit de s'exprimer ou de dire ce qu'ils pensent de quelque chose, faut pas s'attendre à ce qu'ils le fassent correctement, avec le respect de l'autre, quand ils seront plus grands. Et puis, encore une fois, demander l'avis des enfants ne veut pas dire qu'on va le suivre en tant que parent. Ça ne veut pas dire qu'on va dire oui à tout. Il y a une confusion là-dessus. On peut lui demander son avis, lui dire écoute, j'ai compris, je comprends, mais en revanche, on ne va pas suivre cette décision pour telle et telle raison, et en toute fin, c'est nous qui décidons. Mais l'enfant va comprendre, donc c'est aussi ça le principe démocratique, je donne mon avis, mais la majorité l'emporte aussi à la fin. Est-ce que c'est pas aussi l'illustration d'une société qui devient un peu polarisée, c'est-à-dire un peu binaire? Là, il y a effectivement un contre-pied aux espaces No Kids, avec mardi dernier 50 établissements qui accueillaient du public et qui ont reçu le label Choix des familles, décerné par le commissariat à l'enfance. Alors, est-ce que vous saluez cette initiative ou est-ce
est-ce que c'est une façon de marquer encore une différence, une façon de séparer? Non, je pense qu'il faut saluer, puisque malheureusement, cette tendance No Kids, on en entend beaucoup parler. En effet, il y a un vrai... c'est maintenant assez décomplexé. On est décomplexé de dire qu'on est pour des établissements qui sont interdits aux enfants, mais par ailleurs, on ne parle pas de tous ceux qui font des choses bien pour les enfants. Donc moi, je trouve ça hyper important de valoriser ceux qui essayent de bien faire pour accueillir les enfants, les familles, pour être dans le soin de l'enfant, mais aussi dans le bien-être parental. Après, je pense que la prochaine étape, c'est de trouver un juste milieu où en fait il y a une cohésion sociale, un respect des besoins de tous et une possibilité en effet pour tous d'évoluer de manière sereine dans les mêmes espaces, et que donc on ne se retrouve pas, comme vous le disiez, d'un côté des espaces anti-enfants et des espaces qui ne sont pensés que pour les enfants. Surtout que lorsqu'on voit l'Europe, quand même, on a beaucoup de pays européens qui sont très accueillants, au contraire, avec les enfants, et qui laissent une grande marge de liberté par rapport aux enfants. Est-ce qu'on doit s'inspirer aussi de ces modèles? Il faut regarder les modèles. On sait que les modèles nordiques, souvent, Marion Coeur en a beaucoup parlé, sont toujours mis en avant parce qu'ils sont très accueillants, ils sont beaucoup plus adaptés. On peut parler aussi des temps de l'enfance. Les modèles nordiques, les enfants vont à l'école à partir de 6 ans. Avant, ils sont dans un espace beaucoup plus de jeux. Bon, voilà. Mais on peut s'inspirer, on peut pas copier parce qu'on a nos cultures aussi, on a nos héritages et il faut en tenir compte. On peut pas tous se ressembler, et c'est ce qui fait aussi la beauté du monde, mais on peut regarder aussi, et là c'est très important, en s'appuyant sur des données scientifiques aussi, c'est-à-dire que ne partons pas sur des idées un peu dogmatiques. Ça a l'air chouette de mettre les enfants dehors pour faire la sieste. Peut-être. Est-ce que scientifiquement il est prouvé que c'est mieux pour eux? Voilà, basons-nous sur des études scientifiques et à partir de là, avançons ensemble. Puis ne peut-être pas, excusez-moi, mais quand on n'a plus que 30 secondes, peut-être ne pas s'oublier en tant que parent aussi. Parce que c'est parce qu'on s'oublie, parce qu'on a une charge mentale trop forte, peut-être qu'on n'arrive pas aussi à gérer bien sa parentalité, peut-être. Et c'est pour ça aussi que quand on parle de ces espaces enfants, par exemple, dans le train, je pense qu'il ne faut jamais oublier les parents aussi. Merci à toutes les deux d'être venues dans le Grand JT. Stéphanie Desclèves, créatrice du podcast Les Adultes de Demain et spécialiste également des questions de l'éducation et de la parentalité, vous l'avez compris. Joëlle Sicamois également. Merci mille fois d'avoir été avec nous, directrice de la Fondation pour l'enfance. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT de l'éducation, je suis ravie d'accueillir Rémi Sueur. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, ancien professeur à l'école normale à Nice, auteur de Enfance prolétaire et instruction publique, paru aux éditions Fayard. Enfance prolétaire est au pluriel, cher Rémi Sueur. Pourquoi était-il important de sortir de la vision uniforme des milieux populaires et peut-être redéfinir ensemble ce que veut dire prolétaire? Alors, pour Alain Rey, dans l'histoire et l'origine des mots, 2016, il définit le prolétaire comme celui qui n'est considéré utile que par les enfants qu'il engendre. Et ces enfants-là sont destinés, pour le prolétaire, au travail. Or, le travail que j'ai engagé porte certes sur la Somme, mais il a été initié par un constat, à partir d'un constat, d'une part une carte de 1860, la recteur de Napoléon III, qui montre au nord et à l'est d'une ligne Saint-Lô-Toulon qu'on a à ce moment-là de bons résultats scolaires, c'est à partir des signatures au service militaire, au sud et à l'ouest, l'inverse. Vous reprenez les cartes de la fin du XXe siècle, donc qui sont produites à partir du moment où on a la direction de l'évaluation et de la prospective qui se met en place, on a presque une situation inversée, c'est-à-dire au nord et à l'est plutôt de la difficulté, au sud et à l'ouest les académies dites de la réussite. Et je suis parti de l'hypothèse que c'était la mise au travail précoce des enfants. Vous allez me dire, mais dans l'agriculture, ça se faisait de longue date. Évidemment. Donc, mais on va y venir. C'est la mise au travail précoce des enfants qui a favorisé
ce retard en les mobilisant très tôt aux dépens de leur instruction. Vous parlez d'un retard éducatif picard, hein, c'est exactement le... Ah ça, ce sont des chercheurs de la fin du XXe siècle en Picardie, des universitaires qui ont même parlé d'un retard culturel picard. Même culturel. Oui, RCP, ont-ils dit. Oui, RCP. Une histoire, donc, à travers le titre, que je reprends à nouveau, Enfance au pluriel prolétaire et instruction publique. Donc, une histoire qui se dessine, donc sociale, effectivement, mais bien sûr éducative, puisque vous y associez donc ces deux termes, enfin tous ces termes, instruction publique et instruction et enfance prolétaire, des mondes intimement liés. Une école qui permet aussi l'émancipation, ça a toujours été ça, évidemment, le but, s'émanciper de son milieu et de ses codes, mais par peut-être, c'est un vœu pieux, j'allais dire. Oui, parce que d'abord, quand je parle d'enfance prolétaire, c'est à partir d'une hypothèse que ces régions-là ont été plus particulièrement affectées par l'industrie de main-d'œuvre. Donc pas seulement par l'agriculture, par l'industrie de main-d'œuvre, et qui a largement essaimé en milieu rural. C'est-à-dire qui n'a pas été simplement concentré dans les zones urbaines. Donc mobilisant une main-d'œuvre d'enfants plus importante encore. Plus importante encore, c'est ça, parce qu'elle existait effectivement déjà dans l'agriculture. Oui, tout à fait. Mais c'était une manœuvre qui était différente, la façon d'appréhender les choses était différente. C'était surtout le temps de travail qui était différent. C'est-à-dire que dans l'agriculture, il y avait un travail plutôt saisonnier et des temps où il était possible d'aller vers l'instruction, avec l'industrie et surtout la mobilisation par l'industrie de toute la famille ouvrière, c'est-à-dire le père, l'épouse, avec un salaire moindre, nettement moindre, la moitié généralement, et les enfants derrière, c'est toute une famille qui était mobilisée. Et là, ils étaient mobilisés 10-12 heures, parfois plus, par jour, ces enfants. Et donc cette industrialisation a été un frein à l'instruction populaire ? Ah ben ça a été longtemps. La première loi qui a voulu régenter le travail des enfants en 1841, loi du 22 mars 1841, avait essayé de limiter l'emploi des enfants. Ils n'y sont jamais parvenus. Et la loi de 1841 ne sera guère remise en cause. En 1874, il y a une seconde loi qui ne sera guère plus efficace. Et on va voir de manière assez constante, jusqu'en 1881-82, c'est-à-dire jusqu'au moment des lois Ferry, une mobilisation assez nette des enfants pour aller travailler dans ces ateliers et dans ces usines. D'où la création, malheureusement, l'arrivée d'inégalités scolaires très notables au fur et à mesure du temps, et qu'on peut ressentir toujours aujourd'hui d'ailleurs. Alors, d'une part, on va avoir une presque nécessité de mobiliser le travail des enfants, et quand on dit que les parents sont libres, renvoyant vers eux la responsabilité de ne pas mettre leurs enfants au travail, c'est une liberté négative dont ils disposent. Ils n'en ont pas les moyens. L'enfant est là et d'ailleurs il y a une pression sociale qui s'effectue pour les mobiliser. Donc ils vont nécessairement aller vers l'atelier. Et bien entendu, ce dispositif-là va peser très lourdement sur les habitudes sociales et l'une des difficultés de l'instruction publique, quand elle sera rendue obligatoire en 1881-1882, ça va être de veiller à ce que la présence scolaire soit avérée. Soit avérée, mais surtout que les inégalités aussi soient beaucoup moins importantes. Parce que ces enfants qui n'auraient pas fait, justement, et qui n'ont pas eu l'instruction plus jeune, se retrouver forcément avec un écart monumental par rapport aux autres. L'inégalité est là au départ, c'est-à-dire que ce sont des familles pauvres qui ont perdu leur lopin de terre et qui ont été obligés d'aller travailler vers l'entreprise, et les enfants qui ont été mobilisés dans l'industrie, eh bien, vont y être maintenus. Et vous allez avoir, même après l'obligation scolaire,
eh bien, est une habitude qui est prise, à savoir qu'il participe de la ressource de la famille. Oui, forcément. Donc, et bien sûr, c'était toute la problématique du moment. Donc la pression, vous parlez d'une pression effectivement familiale, mais c'était aussi une pression quelque part culturelle. C'est une pression qui va devenir, qui va devenir culturelle. Vous insistez sur le poids encore très fort aujourd'hui, je ne parle pas forcément de l'époque, effectivement, mais de l'origine sociale, effectivement, dans la réussite scolaire en France. Ce phénomène persiste toujours autant aujourd'hui ? Non, puisqu'on a prolongé les études. Bon, c'est moins flagrant aujourd'hui, mais on constate quand même dans nombre des régions qui ont connu cette mobilisation dans l'industrie de main-d'œuvre, une pratique qui consiste à rechercher davantage des études courtes. C'est-à-dire d'arrêter les parcours scolaires dès l'âge de 16 ans, dès l'âge de la fin de la scolarité obligatoire. Vous considérez, vous expliquez que l'instruction a longuement été une concession plutôt qu'un droit pour les classes populaires. À quel moment ça se bascule ? Non, mais l'instruction publique telle qu'elle est conçue incite, oblige à aller à l'école. Il y a même des commissions scolaires qui sont mises en place pour veiller à ce que les enfants se rendent à l'école. Sauf que dans ces commissions scolaires, vous avez essentiellement des notables, qui sont eux-mêmes industriels, des élus, et ils ne font pas une pression extraordinaire pour que la fréquentation scolaire soit assurée. D'ailleurs, ils devaient normalement se réunir, les commissions scolaires devaient se réunir une fois par mois. Il y a donc une par commune, il y avait 830 communes à peu près dans la Somme. Normalement, sur 12 mois, ça vous faisait 8000 et quelques réunions qui auraient dû être tenues dans l'année. On s'aperçoit que dans les années 1890-1900, eh bien, on est bien loin du compte. On est quelquefois à 180, 200 réunions de commissions scolaires. Et encore, quand les commissions scolaires se réunissent, c'est généralement pour demander des moyens soit à l'État, soit au département pour favoriser tel ou tel équipement, pas tellement pour faire respecter la loi de l'obligation scolaire. Il nous reste moins d'une minute, malheureusement, Rémi Sueur, mais est-ce qu'on peut dire que les politiques éducatives ont volontairement ou non entretenu ces inégalités-là, persistantes aujourd'hui ? Les politiques éducatives n'ont pas nécessairement entretenu cela, mais il y a eu intégré par la pratique, par les pratiques familiales, par les habitudes également des entreprises, de l'industrie, etc. Et puis par le besoin de main-d'œuvre, il y a eu presque un mouvement qui s'est instauré. Ajouter à cela le fait que très longtemps les revenus des familles ouvrières ont été extrêmement faibles et ont fait que quand on envoyait un enfant à l'école, dans une famille nombreuse, c'était le petit dernier ou la petite dernière en disant, bon, elle, au moins, on va lui permettre d'y aller. Je cite l'ouvrage Mémé sans terre, qui est un travail qui a été fait par Serge Gravetot avec une jeune dame, une vieille dame qui a connu cet épisode-là, parce que, bon, c'était la dernière de la fratrie, et bon... On l'a laissé aller. Mais ce qui prouve quand même que les parents étaient attachés à l'école. C'est pas qu'ils ne voulaient pas, c'est qu'ils ne pouvaient pas. C'est qu'ils ne pouvaient pas. Donc c'était la nécessité qui imposait les choses. Rémi Sueur, évidemment, je merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le Grand JT. C'est assez rapide, mais si vous voulez bien sûr continuer à vous instruire, à vous plonger dans l'histoire justement de la Somme, de ces enfances au pluriel prolétaires et de l'instruction publique, eh bien vous pouvez lire. En précisant que ça ne concerne pas que la Somme, mais j'ai cité de nombreux exemples dans le Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine, la Franche-Comté, etc. Nord et l'Est, en tout cas, voilà. Et c'est paru aux éditions Fayard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va tout de suite retrouver Adrien Fontenot pour sa chronique.
Alors aujourd'hui, dans votre chronique, cher Adrien, on va parler évidemment des réseaux, les réseaux sociaux, et plus précisément de leur interdiction, évidemment pour les moins de 15 ans, avec ce débat qui enflamme les réseaux et qui intéresse tout particulièrement les jeunes eux-mêmes. Ouais, on va faire déjà un petit rappel. Vous n'êtes pas passé à côté. En France, l'Assemblée nationale a approuvé en première lecture une loi qui vise à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Donc ça va concerner TikTok, Instagram ou encore Snapchat. Et c'est à partir de septembre 2026. Cela concerne plusieurs centaines de milliers d'adolescents aujourd'hui présents sur ces plateformes. L'objectif affiché est assez clair, ils sont multiples d'ailleurs à vrai dire. Limiter l'exposition à des contenus potentiellement nocifs, protéger la santé mentale ou réduire tout simplement le temps d'écran intensif de nos jeunes. Pour faire appliquer ce texte, les plateformes devront vérifier l'âge de tous leurs utilisateurs, ce qui pose déjà des questions de protection de la vie privée. Et de technique aussi, comment procéder avec la carte d'identité. Est-ce qu'on ne va pas au-delà d'une fuite de données? Toutes ces questions sont encore en suspens du côté des décisionnaires politiques. Alors on sait que TikTok était déjà interdit aux moins de 13 ans et ça peut donner des situations parfois incompréhensibles. Ah flûte, je suis bannie parce que j'ai 12 ans. Bon, en même temps, c'est déjà la routine, hein. C'est quoi, la 3e ou la 4e fois cette année que je me fais bannir parce que j'ai pas 13 ans? Je sais plus. Bref, être banni pour moi, c'est la routine, c'est bon. Par contre, il y a quelque chose qui m'a fait lever un sourcil très très fort. C'est pas le fait d'être banni, c'est les méthodes de contestation qui m'ont interpelocuté. Bref, je suis bannie parce que j'ai pas 13 ans. Enfin, je veux dire, ça se voit. Ouais, quoi que cela dit, c'est vrai que j'ai le torse d'un enfant de 12 ans, ça joue. Blague à part, je conteste et je leur envoie ma carte d'identité pour leur prouver que j'ai genre le double de l'âge minimum. Bon, déjà, ça me casse les pieds parce que c'est au moins la 3e fois que je leur envoie ma carte d'identité. Et les gars, si tu as validé ma carte d'identité une première fois, je ne suis pas Benjamin Button, je ne vais pas rajeunir. Mais le cassage de pied passe un niveau quand ma contestation n'est pas approuvée. Comment ça? Comment ça? Je vous ai envoyé ma carte d'identité recto verso avec mon année de naissance dessus. Déjà quand tu vois que l'année de naissance elle commence pas par un 2 mais par un 1, tu te doutes bien que j'ai plus que 13 ans. Après je sais pas, peut-être qu'ils ont compté en âge chien. C'est vrai que j'ai un peu une tête de Yorkshire. Bon là c'est sur le ton de l'humour, mais Aline Dessine c'est quand même 2,5 millions d'abonnés sur TikTok et vous avez pu le voir, elle n'a ni 13 ni 15 ans d'ailleurs, alors la vérification d'âge on n'y est pas encore a priori. Bon ça c'est l'exemple un peu malencontreux, ok d'accord, mais les jeunes dans tout ça. Je vous montre un autre exemple, un autre compte TikTok banni pour restriction d'âge, on est sur plus jeune qu'Aline Dessine cette fois, et ça monte dans les tours encore une fois, mais premier degré. Je hais TikTok, je vous jure, je hais TikTok mais au plus profond de mon âme. J'étais en live, je me prends une restriction d'âge, j'ai plus de monétisation, plus de live. J'ai même plus, vous savez, genre l'option live, ça s'est carrément enlevé. J'ai plus que vidéo et publicité, mais... Donc du coup, je sais pas comment je vais faire. Je suis à ça d'arrêter le réseau, à ça. Genre à ça, vraiment. Je vais câbler. C'est passé à ça de ma mère. C'est pas pour ceux qui ont la ref, c'est les vieux, désolé. Elle a dit câbler, péter un câble, s'énerver, ça c'est pour la traduction. Dans les faits, on a presque envie de lui conseiller d'arrêter un peu les réseaux sociaux, de ralentir en tout cas. Plus sérieusement, le youtubeur et journaliste Hugo Décrypte est allé poser la question aux concernés pour ou contre l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Je pense que c'est une bonne idée parce que des fois il y a des prédateurs sur les réseaux sociaux. Moi personnellement je m'informe là-bas pour les grèves et tout. Et du coup vu que moi j'ai pas 15 ans, je pourrais plus m'informer sachant que je regarde pas la télé. Je trouve qu'en vrai c'est pas bien parce que faire une interdiction sur un enfant, ça va juste le frustrer et le mettre dans un coin. Ça va exclure une personne. C'est un peu normal parce que des fois il y a du cyberharcèlement et des insultes. Quand on regarde TikTok c'est bien, mais après parfois il y a des choses un peu bizarres qui circulent sur l'application, donc c'est pas très bien. Je trouve c'est pas si mal, faut pas passer toute la journée dessus, faut plus faire d'autres choses. Je suis pour, mais un petit peu contre, parce qu'il y a des contenus qui sont pas de notre âge aussi, donc faudrait que ça soit limité. Mais faudrait peut-être une appli de notre âge qui remplace. Je suis pas pour, je suis pas contre, genre limiter, ouais, mais interdire totalement, c'est un peu radical. Oui et non, oui, parce qu'en fait TikTok et les autres applis devraient être plus régulés sur le contenu qu'ils proposent. Quelquefois sur TikTok il peut y avoir des bagarres, des choses violentes. Je suis pour et contre, c'est bien, mais il y a des réseaux comme TikTok, les gens ils peuvent se suicider. Ce que je pense WhatsApp, c'est bien, mais sinon il y en a d'autres, c'est pas ouf.
Là, c'est assez partagé, hein. On l'aura compris dans la bouche de nos jeunes, on l'a entendu, certains mineurs réagissent et proposent même des idées, des ajustements. On aimerait presque qu'ils soient invités à la table des négociations parce qu'ils ont aussi une parole à faire valoir. En tout cas, un constat est partagé par beaucoup. Ils sont nombreux à moquer la mesure ou à se demander comment la contourner. Pas forcément dans les réponses que je vous ai montrées. On ne fera pas la promotion des techniques d'usurpation d'identité proposées par certains en ligne. Mais ça dit quand même l'attachement ou pour certains la dépendance que cette génération éprouve pour ces réseaux sociaux. Et Adrien, vous vous êtes penché sur les chiffres forcément que les plateformes ont communiqués, non? Ouais, les études sont très claires en tout cas sur ce point. Près de la moitié des adolescents français utilisent Snapchat, TikTok ou Instagram quotidiennement. Une part significative y est presque constamment présente sur certaines plateformes. Sur TikTok, c'est plus d'un ado sur 5 qui dit y aller presque en continu. Et une autre enquête indique que plus de 50% des adolescents passent entre 2 et 5 heures par jour sur les réseaux. Alors pourquoi ce débat explose maintenant? Il y a plusieurs raisons qui reviennent dans les posts et réactions en ligne. On a parlé de cette préoccupation pour la santé mentale. Beaucoup de discussions mentionnent ces idées d'anxiété, d'isolement, de troubles du sommeil, des risques qui sont documentés par des institutions sanitaires. Écoutez le témoignage de Rose. Depuis que j'ai TikTok, j'ai plus aucune attention. Par exemple, dès que je regarde un film ou une série, je trouve ça trop long. J'arrive plus à me concentrer au bout d'un moment. Je suis tellement dessus que j'ai le TikTok des pouces fatigués. On a au bout d'une heure et demie. Je l'ai tout le temps. Et j'ai parlé avec des potes. Bon, jamais, ils savaient même pas de quoi je parlais. Quand je veux lire quelque chose, je dois relire 3 ou 4 fois la phrase pour enfin comprendre cette phrase. Comment c'est un échec? C'est comme une drogue, quoi. Voilà, il y a aussi, comme les jeunes qui l'ont révélé au cours du micro-trottoir, l'exposition à des contenus inappropriés. De nombreux adolescents eux-mêmes s'inquiètent de ce qu'ils appellent le scroll automatique, qui peut parfois conduire à un contenu violent, stigmatisant ou trop adulte, sans qu'on l'ait forcément voulu ou même consenti. Et puis d'autres voix s'élèvent pour insister sur le besoin d'éduquer plutôt que d'interdire, permettre une meilleure maîtrise critique des plateformes plutôt qu'un bannissement pur et simple. Des visions donc qui s'affrontent, Adrien, ce débat qui n'est pas seulement politique mais qui est aussi pédagogique, et on peut s'appuyer peut-être sur ce qui se fait ailleurs. Pour beaucoup de spécialistes, interdire l'accès ne suffit pas si on n'enseigne pas les compétences numériques critiques dans les écoles, savoir repérer une désinformation, par exemple, ça devient de plus en plus important, gérer son temps d'écran, on l'a dit, cultiver un usage conscient des réseaux. Et puis il y a l'exemple de ce qui se passe chez nos voisins, en Australie notamment. Depuis le 10 décembre 2025, l'accès aux réseaux sociaux pour les enfants et adolescents âgés de moins de 16 ans, là-bas, y est interdit. Et les plateformes mènent une petite guerre à la classe politique. Snapchat a bien annoncé lundi 2 février avoir déjà bloqué ou désactivé 415 000 comptes d'utilisateurs, mais dans le même temps, le réseau social le reconnaît, les mesures de contrôle ont des limites et les outils pour estimer l'âge des utilisateurs présentent une marge d'erreur de 2 à 3 ans. Alors on peut donc se retrouver dans les situations qu'on a vues juste avant dans cette chronique, et toujours côté australien, on va laisser les jeunes s'exprimer sur le sujet. One little videos gives me a purpose, and you are taking that away. Hi, I'm Zoe, I'm 14. I am Ella Lucia, I am 14 years old. I make get ready with me's, makeup videos, hauls, vlogs. These are the best tips for year 7. Relatable posts, singing, acting, dancing, things like that. I saw my social media as like a path for my future career. I want to be an actress. In a small town in Australia, it's hard to take that path. I post because I love it, and it has become something that has started to lead into my career. I've made a lot of connections with brands, so this band would definitely impact that. I think the difference will be a lot. I won't be getting up and making content every day, having that creative outlet, that place that I love. Even if my account were to stay up because it's fully parent managed, most of my followers would be wiped off the platform anyway. I think the intentions are good, but they don't understand. They weren't born in a generation where this is like a part of their life. They should be removing the harmful content, even for people around the world, not just under 16 Australians. I think that your parents need to be involved in whatever social media you're on so that it can help keep you safe. I reply to my comments, but before I do that, Mum will look through them. I don't think the ban will work. I think we will find our ways around it. So put your money into making social media safer instead of banning it. Do something that's going to work. Alors là, ça c'est pour le point de vue en dehors de France. Mais ce qui est intéressant quand même avec cette tendance sur les réseaux, ça ouvre un débat un peu plus large. Est-ce qu'on protège vraiment nos jeunes en les excluant, ou est-ce qu'on manque l'occasion de les accompagner dans un monde qui est déjà quasiment tout numérique? Les réactions sur TikTok, Instagram et X montrent que les jeunes ne veulent pas seulement être contrôlés, ils veulent être compris, écoutés, guidés. Une discussion qui ne fait que commencer et qui est loin d'être tranchée malgré l'adoption de cette loi. Oui, loin, très loin en effet, malheureusement. Merci beaucoup Adrien. Tout de suite, on va retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP.
ce jeu t'es venu peut-être assez naturellement parce que c'est complémentaire justement à tes contenus sur les réseaux sociaux et aux 2 livres que tu as sortis, c'est ça? C'est cette même idée, je pense qu'il y a quelque chose de ludique, il y a quelque chose qui doit être de l'ordre du fight, et ce jeu, je crois, permet d'incarner ça assez bien. La philosophie, c'est un sport de combat, on doit opposer des idées entre elles, et c'est ça qui est intéressant, c'est ce que tu disais dans l'introduction, la philosophie ne doit pas nous dire quoi penser, mais elle doit nous apprendre, elle doit nous donner des outils, une boîte à outils, comme je l'ai dit, voilà, cette boîte-là, pour arriver à développer une pensée plus subtile. Et comment on développe une pensée plus subtile, quelles que soient nos idées, qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, qu'on soit pour le transhumanisme ou contre le transhumanisme, pour l'IA ou contre l'IA, quelles que soient nos idées, il faut essayer de penser de manière plus subtile, et pour penser de manière subtile, il faut un adversaire. C'est comme dans les jeux, comme dans les sports de combat, comme dans tous les sports d'ailleurs, quasiment. On ne joue jamais mieux au tennis que quand on a un bon adversaire en face. Il faut un bon sparring. Voilà, c'est exactement ça. C'est l'exemple du sparring partner que je donne souvent. Voilà, en boxe, en tennis, c'est exactement la même chose. Pour améliorer son jeu, pour améliorer sa réflexion et sa capacité argumentative, il faut un bon adversaire en face. C'est exactement ça la dissertation. On peut lui reprocher plein de choses à la dissertation, mais elle a cet aspect positif, c'est qu'on amène une thèse un peu naïve et qu'on va lui opposer quelque chose qui va nous amener à développer une 3e idée un peu plus complexe, un peu plus subtile. Et ça, je crois que c'est essentiel pour nous. T'as bon espoir que du coup les profs s'en emparent? Oui. Ça donne quelques joutes verbales, pourquoi pas? Oui, mais je pense que ça permettra même aux profs de faire cours même à partir de ce jeu. C'est-à-dire que, alors bien sûr, il y aura des cours classiques, mais ils peuvent aussi imaginer une séance de cours entièrement construite autour du jeu. Ça permet d'ailleurs une séance de cours peut-être plus improvisée, plus spontanée, où les élèves peuvent prendre part puisqu'ils vont jouer des cartes. Parce que là, excuse-moi, j'ai des souvenirs de cours. Des fois, mais c'est très... Qu'est-ce qu'on a cet après? Oh, il nous reste philo. Mais de c'est 15h contre ça à que j'essaye 16h30, de lutter. là. Voilà. Ah ouais, ça va être dur la fin de la journée. Exactement. C'est vrai que si tu dis, bon, il y a plein aujourd'hui, t'as un jeu de cartes et tout, machin. Voilà. On va pouvoir, aujourd'hui, on va jouer aux cartes et on va réfléchir. Et on va essayer de se fighter entre nous. Et ça, ce jeu de cartes le permet. Sur votre page Instagram, le message, il est très clair dans votre biographie. Vous dites « Je t'aide à capter tout ce que tu détestes ». Alors déjà, pourquoi est-ce que, selon vous, autant de jeunes détestent encore les maths et les matières scientifiques aujourd'hui? Qu'est-ce qui l'explique, ça? C'est qu'il y a un côté peut-être intimidant ou... Parce qu'on ne nous les apprend pas correctement. Je pense que c'est ça. J'ai fait une conférence la semaine dernière et je parlais justement de ma pédagogie et la façon dont j'enseigne mes connaissances. Et ce que j'ai remarqué, et je me sens concerné par ça, c'est qu'avant, j'avais des difficultés dans les matières scientifiques parce que je ne savais pas apprendre. J'avais pas de méthode, je savais pas passer d'un point A à un point B correctement. C'est-à-dire que on me demandait d'apprendre mon cours, je faisais du n'importe quoi. Et juste parce que j'avais réussi un exercice en regardant la correction, je pensais que j'étais bon. Alors que c'était pas comme ça. Et je pense que, contrairement aux langues, les matières scientifiques, elles sont pas assez ancrées dans notre quotidien. Pourtant, on est entouré que de ça. Et l'idée, ce serait de pouvoir présenter les sciences d'une autre façon, donc c'est-à-dire d'une façon très ludique, au moins dès le plus jeune âge. Et ensuite, pour les personnes qui veulent approfondir un peu plus, il y a des études scientifiques où tu vois des trucs qui font peur, des équations avec des x puissance 15, ce genre de choses. Mais disons que cette théorie-là, elle n'est pas obligatoire pour tout le monde. Déjà, il y a une approche, on va dire, assez simple qu'on peut aborder sans souci, et ensuite on approfondit. Et cette façon de voir les choses, ça change tout. Je fais souvent là, aussi des vidéos de philo sur les séries, sur les mangas, sur certains morceaux de rap parfois, ce qui m'a été reproché parfois sur Twitter. Voilà, comment est-ce que vous pouvez dire qu'il y a de la poésie chez Booba? C'est pas possible. Les gens, ça peut choquer certaines personnes qui ont l'impression que la seule culture qui vaille la peine, c'est celle des grands classiques, mais c'est une idée qui n'a aucun sens. Il y a des séries qui sont extrêmement intéressantes, beaucoup plus intéressantes que beaucoup de films d'auteur. La série Westworld, par exemple, sur la question qu'on a évoquée, sur la question de la conscience artificielle,
elle est absolument géniale, elle est complexe, elle est subtile, elle est intéressante, on voit qu'il y a eu un travail de recherche énorme là-dessus, un travail philosophique. Hein. Donc de quel droit est-ce que je vais dire à un élève, tu regardes Westworld, c'est moins intéressant que tel film de Godard un très bon casting en plus. Ouais. Il y a des très bons films de Godard, hein. Mais voilà. Mais je crois que ça. Voilà, c'est plus intéressant de montrer aux élèves qui sont déjà dans quelque chose d'intéressant. C'est pas des magots, c'est la vérité. C'est la réalité. C'est pas du tout de la démagogie. Et parce que si on vient dans une position de surplomb à des élèves, on leur dit voilà, vous ne connaissez rien parce que vous ne connaissez pas les classiques, mais moi je les connais parce que je me suis tapé des années à la fac, à passer des nuits entières à les lire et à les étudier. Bah, c'est insupportable. C'est insupportable parce que de quel droit tu viendrais de cette position de surplomb parce que tu serais le détenteur du savoir. Et ce que Lacan, le psychanalyste Lacan appelait le sujet supposé savoir. Voilà, le prof qui vient comme un sujet supposé savoir, bah, il est sûr de rien transmettre. Alors que justement, quand parfois le prof doit lui-même être dans une position d'écoute, et c'est la meilleure position, je crois, pour faire avancer les élèves, c'est mais qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce qui vous intéresse, vous ? Et apprendre. Moi, j'ai appris énormément de choses, en musique, en cinéma. La série Westworld, c'est un élève qui me l'avait conseillé. C'était au lycée de Bouxwiller, je m'en souviens très bien. Un élève brillant qui m'avait conseillé cette série. Et voilà, et je l'ai bingé en quelques jours. 3 jours. Ouais. Excellente série. Cette phrase aussi, donc je la répète, hein, je t'aide à capter tout ce que tu détestes, j'ai envie de dire qu'elle sonne presque comme un slogan finalement. Est-ce que vous l'avez aussi pensé peut-être comme une manière justement d'accrocher des élèves qui ne se sentent plus concernés par ces matières ? Oui, c'est aussi l'idée. L'idée, c'est de montrer que même quand tu penses que tu as des difficultés dans les matières scientifiques, ou que tu penses que tu es nul, parce que c'est ça le mot, hein. Généralement, les gens ne disent pas que j'ai des difficultés, ils disent je suis nul en maths, je suis nul en physique, chimie, peu importe. L'idée, c'est de montrer que même si ça paraît dur pour toi, en fait, avec les bonnes méthodes, la bonne pédagogie, tu es capable de comprendre certaines choses. Peut-être pas tout, mais en tout cas, tu es capable de comprendre plus que tu ne le penses. Et après, c'est à toi de juger si tu vas aller plus loin. Donc, c'est ça l'idée derrière cette phrase. Alors, vos vidéos, elles sont très codée culture urbaine. Déjà, est-ce que vous pouvez peut-être un petit peu nous expliquer, parce qu'il y a forcément des gens qui nous regardent aujourd'hui et qui ne connaissent pas vos vidéos. Comment est-ce que vous les construisez, ces vidéos, pour pouvoir expliquer ? Bah, franchement, il n'y a pas de code. Hein. Ces vidéos, c'est un peu mon quotidien. C'est des choses que je consomme. C'est pour ça que pendant un moment, il y avait pas mal de références au rap, à d'autres... je pense que j'ai dû faire référence à des youtubeurs, à des films, ce genre de choses. Et en fait, c'est tout ce qu'il y a autour de moi. C'est le prof de l'AKE, c'est une extension de moi-même, de Ulrich. Donc, c'est juste que j'arrive à tout imager et à faire passer mon message comme il faut, quoi. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à vous, Adrien, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous retrouve évidemment prochainement dans l'émission. Écrivez des lettres, des mots, il adore ça. Il en est fou. Demain, ce sera Charlotte Delaïde qui sera à votre place. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle soirée. Merci à la réalisation Ami Touche, au son Alexis Oustabassidis, le maquillage Lola Ekenauer, Elodie Wilfried et Siam Carbouche à la rédac. Très belle soirée, ciao.